Bonjour, bienvenue sur cette présentation sur Minami Lane, sous-titré Pourquoi tout le monde devrait faire des petits jeux, ou aussi Et comment on fait, ou aussi et puis plein d'autres trucs, parce qu'en fait j'ai 45 minutes et donc vous allez voir, on va parler de plein de choses. Ça, c'est une présentation que j'ai fait à la GameConf, sauf que j'avais 10 minutes, donc là c'est la version Extended Deluxe, vous allez voir, c'est incroyable. Allez, on commence, je me représente. Moi, c'est Doute. J'ai fait des études de stats et ensuite 5 ans de stats. Puis, je me suis dit, les jeux vidéo, c'est cool, je vais faire des jeux vidéo. Et ça fait 2 ans que je suis développeur indépendant. Et j'ai fait 2 jeux. Donc, le premier, c'était Froggy's Battle, que j'ai fait à peu près en solo, mais un jeu n'est jamais fait solo. Donc, en fait, je l'ai fait avec l'aide de pas mal de gens, donc d'un sound designer, Zaku, et de musique que j'ai prise en ligne de droit et tout ça. Bref, c'est mon premier jeu. Je l'ai fait en 3 mois et ça a très bien marché, j'en suis très fier et très content, avec aujourd'hui 17 000 copies vendues, même un peu plus, 96% de reviews positives sur Steam, mais c'est rien à côté de Minami Lane, le deuxième qu'on a fait. Donc là je dis on parce qu'on était une équipe un petit peu plus grosse, on était 2 à temps plein, donc Blibloop qui est ici dans la salle, applaudissez-la, elle est trop forte, l'artiste donc l'artiste de Minami Lane, et Zaku à nouveau, qui cette fois a fait la musique et les sons. Sur ces années de développement, j'ai quand même des achievements, donc je suis très fier. Donc allez, c'est le moment où je me la pète. J'ai fait 2 jeux sur ma première année. J'ai travaillé avec Wholesome Games, qui était sincèrement un de mes rêves les plus absolus quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo. Donc je suis extrêmement heureux. Et on a fait un jeu ensemble avec ma copine, Blibloop, et surtout, on s'aime encore, et ça, c'est pas évident. Et en plus, à côté de ça, on a rencontré plein de gens incroyables. Le milieu du jeu vidéo indé français est trop bien, et du coup, voilà. Aujourd'hui, on va parler de petits jeux, on va parler de Minami Lane, et avant ça, justement, je vais vous présenter un peu ce qu'est Minami Lane. Minami Lane, c'est un petit jeu de gestion de rue mignon. On va regarder le trailer tout de suite. Welcome to Minami Lane. Created by developers Doot and Bleep Bloop, you'll build your own street in this cozy, casual management sim. Unlock and customize buildings, manage your shops, and maximize the happiness of your villagers to complete quests and fill your street with love. Enjoy 2 to 4 hours of cute tanukis, delicious ramen bowls, tiny boba cafes, and lots of cats. Out now on Steam for just $4.99. Donc Minami Lane, comme je disais, c'est un petit jeu. C'est un jeu qui a été développé en à peu près 5-6 mois de travail. On était 2 à temps plein dessus, plus Zaku à côté sur la musique et les sons, et Wholesome Games au marketing. On a fait un partenariat avec Wholesome Games Presents qui nous a accompagnés donc sur le marketing de ce jeu, ce qui est une des raisons principales pour lesquelles ça a explosé comme ça a explosé. Donc je disais, on va parler de petits jeux, mais c'est quoi un petit jeu? Bon, il y a plein de définitions possibles de ce que peut être un petit jeu. Je vais vous en donner une qui est celle qu'on utilisera pour cette présentation. Déjà, on va parler de jeux commerciaux, donc de jeux qui sortent sur Steam ou sur d'autres plateformes. Mais voilà, moi, je connais surtout le marché des jeux PC, donc on va parler de jeux PC principalement. Voilà quelques exemples. Pocket Watch de Sock Pop. Si vous ne connaissez pas Sock Pop, il faut connaître Sock Pop. Donc allez jouer au jeu Sock Pop. Stray Shot de Pancake. Si vous ne connaissez pas Pancake, il faut connaître Pancake. Donc allez jouer au jeu de Pancake. Summer House et Minami Lane, qui sont 2 jeux qui ont été... l'histoire est assez marrante parce que ça a été développé un peu en parallèle. On se discutait pas mal avec Friedman, le dev de Summer House. Et il y avait énormément de points communs. Ça a été développé dans des temps similaires. Ça a eu un succès similaire. Ça parle de thèmes similaires. Bref, c'est très drôle. Et allez jouer à Summer House aussi, bien sûr. Et à Minami Lane, s'il vous plaît. Il est en promo à moins 35% en ce moment. Donc les petits jeux, c'est bien, c'est vachement cool, c'est trop bien à jouer certes, mais c'est aussi trop bien à faire. Pourquoi est-ce que c'est trop bien à faire? Je vais essayer de vous en convaincre là, en quelques minutes. C'est pas difficile parce qu'il y a vraiment plein d'arguments. Allez, le premier argument, l'argent. Bon, vous aimez l'argent? Non, sinon vous feriez pas du jeu vidéo. Mais quand même, on va en parler. Financièrement, les petits jeux, c'est cool. Pourquoi? Parce que ça fait gagner de l'argent? Non plus. Non, les jeux ne font pas gagner d'argent. Sortez-vous ça de la tête, vraiment, c'est pas vrai. Sauf Minami Lane, ok. Mais bon, en tout cas, c'est extrêmement rare. Par contre, ça n'en coûte pas trop. Et ça, c'est bien, parce qu'effectivement, trouver de l'argent pour faire des jeux, c'est extrêmement compliqué. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais quand vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, vous pouvez vous débrouiller pour faire des jeux quand même. Et si on est là, c'est parce qu'on a envie de faire des jeux, donc c'est cool. D'un point de vue design aussi, on peut voir le fait de faire des petits jeux sur des temps courts comme quelque chose de contraignant. Oui, non, pas du tout en fait. La contrainte, ça amène la créativité, c'est cool, ça vous pousse à faire des choses qui sont différentes, des choses qui sont intéressantes et qui vont aussi intéresser les gens qui pourraient potentiellement jouer à votre jeu. Ça, c'est des pitchs faciles. Vous dites, moi je fais ce jeu, mais en fait il est tout petit. Moi, je fais un SimCity, mais en fait, c'est tout petit. Bam, Minami Lane. Moi, je fais un roguelike, mais en fait, c'est tout petit. Bam, Froggy's Battle. Et en fait, vraiment, ça aide énormément à trouver des idées intéressantes et à pitcher votre jeu aussi de manière efficace.
Enfin, et ça c'est la raison principale et je pense que c'est celle à retenir, pour le bien-être. Moi c'est pour ça que je fais des petits jeux. Faire des jeux c'est difficile, faire des petits jeux non c'est pas facile, c'est un peu moins difficile. Bon, cette courbe, vous l'avez forcément déjà vue sur Internet, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, ça c'est un peu, ça reprend un peu aussi des trucs qu'a expliqué Rémi hier dans sa conférence. La courbe de satisfaction pendant qu'on développe un jeu, elle est variable, très variable. Il y a des moments qui sont difficiles. Il y a des creux, souvent extrêmement longs, quand c'est un jeu de taille moyenne, un jeu indé normal qui se développe sur plusieurs années. Il y a des creux pendant lesquels on se dit « mais mon jeu il est nul, mais personne n'y jouera, mais même moi je suis nul, c'est horrible ». Est-ce que faire des petits jeux, ça empêche ça? Non, pas du tout. Sur Froggy's Battle, je le ressentais souvent. Je me disais souvent, mais c'est pas possible, mon jeu, personne n'y jouera, et de toute façon, il est trop nul, et pourquoi je fais ça? Certes, sauf que, sur Froggy's Battle, à chaque fois que ça m'arrivait, juste je me disais, c'est pas grave, dans 3 semaines, c'est fini. Alors que imaginez, vous êtes sur un jeu normal, dans 2 ans, c'est fini. Bah non, ça vous aide pas. Sur Froggy's Battle, vraiment, littéralement, tout le temps, à chaque fois que j'avais des phases de creux, je me disais, c'est pas grave, c'est bientôt fini, et puis on passera à la suite, et ça aidera. Et donc, la courbe, en fait, elle ressemble plutôt à ça, quoi. Et ça, c'est quand même vachement mieux. Enfin, si vous n'êtes toujours pas convaincu, souvent les petites choses c'est vachement plus mignon et du coup c'est pareil pour les jeux. Voilà, maintenant que tout le monde est convaincu dans la salle, on va parler de comment on fait et pour ça je vais passer sur plusieurs étapes, en particulier à chaque fois en donnant des exemples sur Minami Lane et en essayant d'en tirer quelques leçons, quelques conclusions. À nouveau 6 étapes du game dev, mais pas du tout les mêmes qu'hier. Oui, on ne s'est pas du tout accordé pour nos présentations, mais c'est pas grave. Première étape, les objectifs. Avant même de commencer à travailler sur un jeu, je pense qu'il est extrêmement important de se mettre au clair sur ses objectifs, que ça soit en équipe ou pas. Là, c'est normal si vous n'arrivez rien à lire, mais voilà les objectifs qu'on s'était posés sur Minami Lane avec Dorian, donc Blibloop, au début du projet, même avant le début du projet. On a fait plein de post-it et en fait très vite on se rend compte qu'il y a plein d'objectifs possibles. Est-ce qu'on veut faire un jeu qui nous rend fiers? Est-ce qu'on veut apprendre des choses? Est-ce qu'on veut gagner de l'argent? Non. C'est une mauvaise idée. Est-ce qu'on veut faire un petit jeu justement? Oui, en fait, pour nous, un des objectifs principaux, c'était de faire un petit jeu. On avait un groupe de post-it qui regroupait pas mal de trucs sur le fait de faire un petit jeu et on l'avait noté en priorité numéro 1. Et ça, c'est vraiment un truc ultra important. Vraiment, j'incite là-dessus et j'y reviendrai. Voir le fait de faire un jeu petit comme votre priorité devant le fait de faire un bon jeu, c'est extrêmement important. On a compris juste avant pourquoi faire des petits jeux c'était cool, et du coup ça doit être votre priorité si vous voulez pouvoir profiter de tous ces trucs cool. Allez, on passe au scope. Le scope, c'est ce qui paraît être un peu l'évidence pour tout le monde. J'aimerais bien faire des petits jeux, mais je ne sais pas comment scoper petit. Rassurez-vous, il n'y a pas que ça qui est important. Bon, c'est important, c'est nécessaire, c'est sûr, mais vraiment, scoper petit ne suffit pas à faire un petit jeu. On va voir ensuite pourquoi. Mais c'est sûr qu'il faut quand même passer par là, il faut trouver un scope qui est petit. Je vais vous faire une métaphore super avec une blague extrêmement datée à la fin. J'espère que vous allez quand même rigoler. Ici, voilà, ça, c'est notre concept au début sur Minami Lane. On discutait, on se baladait dans la forêt, on discutait, on se dit, Dorian, elle me dit, ouais, on peut faire un gestion de jeu de ville, un jeu de gestion de ville avec de la décoration et puis il y aurait de la vie et puis en fait l'urbanisme changerait la manière dont les gens vivent et puis on pourrait décorer les intérieurs des bâtiments et changer les recettes et tout. Bon, ok, ça on part vers plus petit, ça c'est une idée, la métaphore c'est que c'est une sorte d'immense maison comme ça, une villa, et évidemment on va pas construire une villa à 2, donc on passe à plus petit. On se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire plus petit? Un jeu de gestion de village peut-être. Comment est-ce qu'on fait plus petit qu'une ville? Ça sera un village, et combien de bâtiments il y aura? Disons, il y en aura 3, je ne sais pas, c'est quoi le minimum? Et en fait, quand on essaye de faire comme ça, ça ne marche pas. Parce que là, on n'est pas en train de faire plus petit, on est en train de faire moins. Et moins, non seulement c'est pas agréable, c'est pas marrant, ça amène pas à des trucs cool, mais en plus de ça, oui, vous pouvez peut-être diviser le scope de votre jeu par 2, par 3, par 4, mais ça suffit pas si vous voulez aller vers quelque chose de petit. Et du coup, il va falloir faire quelque chose de différent. Vous voyez, par exemple, la villa s'est transformée en tiny house, mais en fait, est-ce qu'on peut faire encore plus petit qu'une tiny house comme espace de vie? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut faire encore plus petit qu'un jeu de gestion de village? Oui, en fait, un jeu de gestion de rue, et c'est à ce moment où on a eu le déclic comme ça mais la gestion de rue, mais ça c'est fou, plus qu'une dimension, plus besoin de gérer la caméra, plus besoin de gérer le placement des bâtiments, le pathfinding c'est facile, tout devient ultra facile, et là notre scope c'est plus divisé par 3 qu'il est, c'est divisé par 10, et vraiment c'est trop bien. Allez, ma slide préférée maintenant, un oignon. J'aime beaucoup les oignons. Pourquoi? En fait, le design, moi, ce que j'appelle le design en oignon, c'est un design en layer, en fait. Ça aide énormément, je trouve, au niveau du scope, mais aussi pendant toutes les prochaines étapes de design. C'est de se dire, quand on pense à une idée, souvent on se dit « Ah ouais, ok, mon jeu, j'aimerais bien qu'il y ait un système de combat et en plus avec des dégâts élémentaires, ça serait cool. Ok, c'est quoi le nécessaire? C'est quoi le cœur de l'oignon? Il faut qu'il y ait des dégâts qui se fassent quand j'attaque un ennemi. Au-dessus de ça, je pense vraiment, je suis quasiment sûr de moi que ça serait absolument nécessaire d'avoir les dégâts élémentaires dessus. Non, ça l'est pas vraiment, c'est la layer d'après, tu le fous dans le backlog et tu verras bien au moment des playtests si c'est important ou pas. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup en fait de pas cutter des choses, mais de les mettre dans le backlog. Alors spoiler, à la fin vous les faites pas, mais c'est pas grave. Au moment où vous décidez de les mettre dans le backlog, c'est vachement plus agréable que de se dire je le ferai jamais.
Et je parlais de playtest rapidement. Les playtests, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et justement, on passe un peu à l'étape suivante. On a son scope, on avance. Sauf que le design, ça se fait pas une fois. C'est pas on fait un design et ensuite on fait un jeu. Non, le design, ça se fait au fur et à mesure du jeu. Ou alors votre jeu sera pas bon, désolé. Mais il faut en fait faire des playtests. Une idée sur papier, elle est toujours mauvaise. Et ensuite, c'est en l'appliquant, en testant, en prototypant, qu'on va réussir à arriver à quelque chose de correct. Nous, sur Minami Lane, on faisait des playtests tous les mois. Il y a 5 playtests sur les 5 mois de dev. Sur à peu près tous mes jeux, je fais des playtests tout le temps. Même en jam, une jam de 2 jours, je fais un playtest à la fin du premier jour. Et les playtests, ça veut dire que vous faites tester un prototype et puis en fait, votre jeu il est bof et puis il faut changer des choses et du coup, vous avez tout un tas de problèmes et il faut trouver des solutions de design. Ce qui veut dire que vous le voyez là à droite, en fait, on a fait des nouveaux designs de Minami Lane très régulièrement. Petite blague, au début, enfin c'est pas une blague, mais Minami Lane, le premier mois, c'était un roguelike. Et oui, et ce n'est plus du tout un roguelike. Bref, le jeu a énormément évolué au cours de sa vie grâce aux playtests, mais ça veut dire que vous redesignez votre jeu régulièrement et à chaque étape de design, il faut rescoper et il faut se dire ok, c'est quoi des solutions petites et repasser par ce travail vraiment presque tous les jours. En fait, quand on fait un petit jeu, on repasse par ce travail de se dire ok, attention, ne pas s'égarer, faire petit, comment on fait petit. Je vais vous donner un exemple pour ça. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Portal et Minami Lane? Alors attention, ceux dans la salle qui disent oui, c'est 2 jeux qui sont dans le top 500 des jeux les mieux notés de tous les temps sur Steam, c'est vrai, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous donner un petit exemple sur une histoire qui nous est arrivée en fait sur les 2 jeux. Portal, ils sont arrivés vers la fin du développement, et ils font des playtests et en fait les réponses c'est ouais, il est cool votre prototype, hâte de voir ce que ça pourra rendre dans un vrai jeu. Ok, en fait c'était tout leur jeu déjà. Minami Lane, de notre côté, pareil, en fait on avait 5 missions à la fin et puis en fait on a des retours comme quoi ah ouais, ça sera cool quand tu auras 10 missions. Non, en fait tu n'auras pas 10 missions, je suis désolé. Et du coup là quand on est face à ça, on a l'impression que le problème c'est un manque de contenu. Donc forcément la solution qui est évidente, c'est de se dire je vais faire 2 fois plus de contenu et voilà, les joueurs ils veulent du contenu, on va leur faire du contenu. Évidemment c'est la mauvaise réponse. Si vous voulez faire un petit jeu, c'est pas 2 fois plus de contenu qu'il faut rajouter à votre jeu, c'est sûr. C'est quoi la bonne réponse? C'est quoi la solution qu'on a appliquée sur Minami Lane et sur... Enfin, on n'a pas appliqué sur Portal, mais qu'ils ont appliqué sur Portal. Et dans les 2 cas, c'était de mettre une fin cool. Portal, ils ont rajouté GLaDOS. Ça leur faisait une fin, une bonne conclusion. Et en plus de ça, un antagoniste qui vous qui vous pousse à continuer le jeu pendant toute l'aventure. Nous, on a rajouté Emma. Alors, Emma, c'est un peu le GLaDOS de notre Minami Lane. C'est une fin cool aussi avec Emma qui nous parle et qui nous dit « Ah, merci, c'était trop bien et tout, trop cool. » Une petite rue dans la nuit. Et du coup, le joueur ou la joueuse termine son expérience avec un sentiment de satisfaction et des sentiments positifs plutôt que « Ah zut, c'est fini. » Et ça, l'intérêt de cette solution, donc non seulement ça a corrigé le problème de manière beaucoup plus radicale et en allant vraiment à l'essentiel, et en plus de ça, c'est des solutions qui corrigent plusieurs problèmes. Le dialogue avec Emma, on les a réutilisés aussi pour faire des tutoriels, pour mettre un petit peu d'ambiance dans les différentes missions. Et ça, c'est aussi un truc qui est important, des solutions qui corrigent plein de problèmes à la fois, c'est super cool. Autre chose, trouver des astuces. Bon, on veut faire un petit jeu, forcément, il va falloir cutter des trucs, il va falloir aller à l'essentiel, il va falloir trouver des astuces rigolotes. Ici, un exemple sur Froggy's Battle. Est-ce que vous savez pourquoi Froggy est sur un skateboard? En fait, un skateboard, il ne faut pas l'animer, et donc c'est vachement pratique. Et en fait, ça naît beaucoup d'expériences diverses. Et en fait, on regarde des gens faire des jams, on fait des jams, et je trouve qu'on trouve énormément d'astuces en faisant ça. Les jams, c'est vraiment un point super important pour apprendre des astuces de dev. Et là, justement, c'était sur un stream, une fois, je regarde quelqu'un qui racontait sa jam et qui disait, voilà, mon perso, il est sur un skateboard et les armes, elles flottent à côté de lui parce que juste comme ça il n'y a pas d'animation à faire, c'est plus facile. Et moi je me suis dit mais génie, tous mes personnages sur tous mes jeux seront sur des skateboards, c'est trop bien. Voilà, donc là vous voyez tous les sprites de Froggy sur l'intégralité du jeu. Donc Froggy qui est soit sans jambes, soit avec jambes quand il saute, incroyablement difficile à animer ça. Et en dessous un skateboard. Alors en vrai, j'ai multiplié le scope de mon skateboard par 5 juste parce que je voulais faire un kickflip, parce que un jeu de skate sans kickflip ça serait dommage. Mais vous voyez qu'en tout cas ça reste extrêmement simple. Autre exemple, Minami Lane, est-ce que vous savez pourquoi c'est en isométrique? Alors non, encore une blague, c'est pas du tout parce que c'est plus facile, parce que l'isométrique c'est compliqué. L'isométrique c'est juste parce que Dorian voulait faire de l'isométrique et que l'isométrique c'est cool et c'est joli et ça rendait bien dans l'ambiance. Et en fait là c'est plus pour vous dire que ok, stop, du calme. Depuis le début de la presse, on est en train de se dire ok, comment on va à l'essentiel, comment on fonce, comment on fait pour faire des trucs efficaces, tout ça. On est là pour faire des jeux quand même, on est là pour se faire plaisir, donc évidemment il faut laisser la place à des trucs qui nous font plaisir, et justement en coupant à côté on peut passer plus de temps sur des choses qui nous font plaisir dans le développement du jeu, comme ici faire un beau petit village en isométrique pour Dorian. Je passe au point qui me semble le plus important, l'organisation.
Alors l'organisation, c'est compliqué parce qu'à la fois c'est le plus important et en même temps ça dépend énormément des gens. Une organisation ne s'applique pas à tout le monde et du coup là ce que je vais vous partager c'est la mienne, c'est la manière dont je m'organise et dont on s'est organisé sur Minami Lane, mais je vous conseille pas de copier-coller ça. L'organisation c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, c'est comme l'apprentissage du dessin ou du code. Je vois pas mal de gens qui disent bah en fait j'ai essayé une fois de m'organiser et ça a pas marché donc j'arrête et je m'organise plus. Bah non, c'est pas comme ça. C'est comme si je disais bah j'ai fait un dessin, c'était moche et du coup j'arrête. Non, l'organisation ça s'apprend, il faut la retravailler régulièrement. Je vous présente la mienne. Mon organisation, je la fais en 3 étapes, un petit peu le long terme, donc sur plusieurs mois, la taille du développement d'un jeu, le moyen terme à 2 semaines et le court terme à la journée. L'organisation long terme, bah, en gros, c'est vraiment penser à peu près quelle structure aura votre jeu au cours du développement. Par exemple, quand est-ce que vous voulez qu'il sorte, à quel Next Fest vous voulez participer, tout ce genre de trucs-là. Bon, bah, c'est important de le penser en amont. Évidemment, c'est toujours un petit peu dur au début de vraiment être précis, mais il faut la laisser un petit peu flottante. En tout cas, par exemple, moi, le truc important, c'est chaque mois, un playtest, donc vraiment des blocs comme ça où premier mois, concept pré-prod, playtest, ensuite de la prod, playtest, 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 et à la fin, près de l'approche de la sortie, des playtests à nouveau, et puis du polish, de la communication auprès des influenceurs et de la sortie. Au niveau moyen terme, l'organisation en bloc de 2 semaines, comme je disais, moi j'utilise des méthodologies Scrum, ne vous enfuyez pas s'il vous plaît, mais en gros ça veut juste dire que je prévois des blocs de travail de 2 semaines en prenant des moments de recul très forts toutes les 2 semaines. Je le fais tout seul, mais je le fais aussi en équipe avec Dorian. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que toutes les 2 semaines, on se prenait vraiment un bon moment pour se dire comment ça s'est passé la semaine dernière, les deux précédentes semaines, comment on se sent aussi sur le projet. Ça, c'est super important de ne pas se mentir aussi là-dessus, de ne pas se dire « Ah, mais là, j'ai pas réussi à faire ça, mais c'est juste parce que, je sais pas, je n'étais pas en forme. » Oui, la semaine prochaine, tu seras peut-être pas en forme aussi, ça arrive en fait. Et du coup, il faut vraiment apprendre de pourquoi les choses se passent bien ou moins bien. Et ensuite, on balance plein de tâches pour les 2 prochaines semaines. On pense au niveau des priorités. Qu'est-ce qui est le plus prioritaire en ce moment? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Qu'est-ce que les playtests ont remonté? Tout ça. Notre calendrier est beaucoup trop rempli, évidemment. On en enlève la moitié. C'est un peu douloureux, mais il faut se dire, bah non, c'est pas possible de faire tout ça. Il faut que j'en enlève la moitié de tout ce que je voulais faire. Et ensuite, on fonce et ça roule. Et ça, c'est le point super important et super intéressant avec l'organisation faite comme ça, c'est que pendant 2 semaines, vous réfléchissez plus du tout aux priorités à l'organisation, juste vous faites des trucs. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement agréable. Quand on est en train de travailler et qu'on est continuellement en train de se dire ah bah zut, est-ce que c'est vraiment la priorité de faire ça? Est-ce que je devrais pas plutôt être en train de faire de la com? Ou alors est-ce que je devrais pas plutôt être en train de faire ce système ou quoi? C'est horrible, en fait, vous avez la moitié de votre cerveau qui est perdu. Alors que quand vous vous mettez votre casquette de producteur, vous vous dites ok, allez, c'est parti, je m'organise pour les 2 prochaines semaines en prenant en plus du recul et du coup en étant beaucoup plus sain là-dessus, et qu'ensuite vous êtes dans votre truc de travail, à chaque fois que vous posez une question, est-ce que c'est vraiment utile? Oui, faites confiance à votre personne à votre vous de la semaine dernière. Oui, c'est bon, te pose pas la question, avance. Et si ça l'était pas, si c'était une erreur, vous corrigerez sur les prochaines semaines et vous ferez mieux. Voilà, donc ça c'était pour l'organisation moyen terme. Et pour l'organisation court terme, alors là je mélange un petit peu organisation et communication. Sur Minami Lane, ce qu'on faisait, c'est que tous les matins, on vivait dans la forêt, dans les Landes à cette époque, et du coup on allait, à cette époque, c'était l'année dernière, et on allait donc marcher dans la forêt tous les matins en se parlant et en se disant comment tu te sens, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, tout ça. Et ça a aidé énormément à ne pas s'enfermer dans des sortes de bulles de travail inutiles, à vraiment prendre du recul. Sortir, c'est cool, mais sortir et en parler et discuter comme ça ensemble, c'était encore mieux. Même si vous êtes tout seul, discuter avec vous et prendre du recul avec vous-même, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Et justement, ça, c'est quelque chose que je m'arrête un petit peu là-dessus. Faire des petits jeux, ça ne veut pas dire aller vite. Ça veut dire faire des petits jeux. Et du coup, il ne faut pas commencer à squeezer tous les trucs comme l'organisation ou la communication. Non, surtout pas cela en fait. C'est les 2 choses les plus importantes dans la création d'un jeu vidéo. Si vous faites beaucoup moins de développement, votre jeu il peut quand même être bon. Si vous vous organisez pas et que vous faites pas de communication, votre jeu il va être nul, vraiment. Donc ça, c'est des trucs à ne surtout pas squeezer. Et dans tous les cas, en fait, il faut pas squeezer des choses quand on essaie de faire un petit jeu. Il faut juste vouloir en faire moins, quoi. Ça, c'est le truc important. Allez, on passe au financement, on retourne sur l'argent. Ok, faire des petits jeux, c'est cool. Comment est-ce qu'on trouve l'argent pour faire des petits jeux? En fait, vous ne le trouvez pas, malheureusement. Il n'y a pas de financement qui permet de faire des petits jeux aujourd'hui, ou extrêmement peu, c'est extrêmement rare. Sauf le chômage. Et oui, France Travail, merci, le RSA, le chômage. Oui, c'est comme ça qu'on fait des jeux, même des jeux de taille moyenne, sauf qu'au moins, en un chômage, vous avez le temps d'en faire 3, alors que vous n'auriez pas le temps d'en faire un seul de taille moyenne.
Ouais, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est dommage? Bah peut-être, mais en fait moi je trouve pas. Moi j'ai envie de faire des jeux, j'ai pas envie de faire des dossiers. Et je sais pas si c'est votre truc, mais en tout cas, je vous avoue que quand je vois des gens qui se lancent dans des projets plus gros et qui passent des années à chercher un éditeur et qui en trouvent pas parce qu'en ce moment c'est impossible, ou qui font la moitié de leur temps à faire des dossiers de demande d'aide, sérieux, ouah, c'est pas mon métier de rêve quoi. Je suis très content de faire des petits jeux. Allez, on passe au marketing. Petite anecdote et petite courbe de wishlist ici sur Minami Lane. Alors, Minami Lane, ça c'est la courbe de wishlist, c'est très court, hein. Vous voyez que ça commence en novembre, ça sort en février, parce que 6 mois de développement en tout, ça veut dire seulement 4 mois pendant lesquels la page Steam elle est live, voire même un peu moins. Et on voit qu'il y a des points importants. Donc Automaton au début, un gros média japonais qui nous a partagé, puis des petits points, puis Wholesome Games, là boum, c'est un coup, ça explose, cool. Wholesome Games qui travaille avec nous et qui nous font complètement partir dans l'espace, le Steam Next Fest, tout ça, c'est trop bien, cool. Quand on voit cette courbe, on pourrait se dire, ok, en fait les 2 points importants c'est Wholesome Games et le Steam Next Fest. Moi je vais faire un jeu, je vais focus là-dessus exclusivement. Très 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 mauvais learning. Quand on regarde des courbes de wishlist, c'est souvent ça qui se passe. C'est en fait, on voit les points clés et on se dit, ah ok, en fait, ma strat, ça doit être ça. Je vais apprendre de ça et je vais essayer de reproduire ce succès en reproduisant les points clés du succès du jeu. Mais pas du tout. Justement, petite anecdote pour vous expliquer un peu pourquoi. En fait, ces trucs-là, ils viennent de boules de neige globalement. C'est des cailloux qu'on lance et en fait, il faut lancer 10 000 cailloux. Il y en a peut-être un qui va se transformer en boule de neige. Exemple de un qui s'est transformé en boule de neige. Ça, c'est la toute première vidéo que j'ai postée sur Twitter, à l'époque de Twitter, sur Minami Lane. Et du coup, en fait, c'est un prototype, je suis déçu de ne plus avoir la vidéo là, mais qui est absolument immonde, hein, vraiment, fait en une demi-journée, avec, voilà, on va faire ça, ça va être rigolo, cool. Très bien. Bon, évidemment, ça génère pas beaucoup de vues, mais je m'en fous. Je partage tout ce que je fais tous les jours sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça me donne une sorte de présence sur les réseaux. La présence, elle se fait en partageant, mais elle se fait aussi en discutant avec des gens. Ici, par exemple, c'est Gail, donc une créatrice de contenu Cozy Gaming, qui partage un post en disant « Ah, j'ai un nouveau casque, cool, est-ce que vous avez des conseils de jeux Cozy pour ce casque ?» Moi, je lui réponds parce que j'avais joué à un jeu VR Cozy de jardinage et d'exploration qui était vachement cool. Et je lui réponds, et puis voilà, elle me répond merci, et puis je vois qu'elle me follow. Puis une semaine après, elle sort une vidéo sur Minami Lane. Pour info, Gail, elle est énorme en termes de base de followers sur TikTok et Instagram. Elle est juste complètement gigantesque. C'est une des plus grandes créatrices de contenu sur le Cozy Gaming. Et du coup, évidemment, ça nous a fait de la visibilité. C'était la première à parler de Minami Lane. Et en fait, après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné. Il y en a eu d'autres. Puis, il y a Wholesome Games qui a contacté Dorian en lui demandant « Hey, t'as pas un truc à partager? On aimerait bien partager quelque chose sur Minami Lane. Et au fait, vous n'avez pas besoin d'accompagnement marketing. Votre jeu, il est cool. Et au fait, si on discutait d'un deal où en fait, on fait un truc ensemble et vous êtes le 2e jeu édité par Wholesome Games présente, voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas nous qui avons contacté Wholesome Games avec un plan marketing prédéfini ou quoi. Non, c'est des cailloux, des petits cailloux lancés en étant présents tous les jours, tout le temps sur les réseaux sociaux pour que, à la fin, on ait parfois la chance d'avoir ce genre de truc qui arrive. Pour info, moi, c'est 1/4 à 1/3 de mon temps que je passe à faire de la communication, 1/4 à 1/3 de mon temps de travail que je passe à faire de la communication. Donc on a parlé de plein de sujets, on a parlé d'organisation, on a parlé de communication, on a parlé d'astuces, de scope, de playtest, tout ça. Je pense que s'il y a un truc que je voudrais que vous reteniez de tout ça, c'est... Ah non, pardon, ça c'est Emma qui dit n'importe quoi. Enfin non, pas n'importe quoi, mais bref. C'est surtout, ne cherchez pas à maximiser le potentiel de votre jeu. Le premier truc que je vous ai dit, c'est que si vous voulez faire un petit jeu, il y a plein de bonnes raisons de faire un petit jeu, comme je vous l'ai expliqué au début, il va falloir prioriser ça. Il faut que ça soit votre priorité absolue. Votre priorité n'est pas de faire le jeu le meilleur possible. Votre priorité n'est pas de maximiser le potentiel de votre jeu, c'est de faire un petit jeu. Minami Lane, c'est sorti sans contrôle manette, c'est sorti sans localisation. C'est des trucs qui, oui, ça aurait pu faire un jeu meilleur, peut-être, ça aurait pu faire plus de ventes. Est-ce que ça m'aurait rendu plus heureux? Clairement pas. Faire des petits jeux, ça rend heureux, et j'espère que je vous en ai convaincu, et j'espère que je vous ai donné quelques astuces pour ça aujourd'hui. Voilà, c'est là. Et non, c'est une blague, ce n'est pas du tout la fin de la présentation, il reste encore plein de temps et je vais vous parler de plein de trucs en plus. Je vous l'ai dit, c'est une présentation version extended de luxe et du coup, il y a encore plein de sujets qu'on va aborder. Restez là, de toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire, il est 9h30 du mat. Et c'est parti. Donc, en gros, ça, c'est un peu une FAQ que j'ai rajoutée à la fin. Ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi le temps de poser vos questions, mais c'est un peu des questions qui reviennent souvent quand je parle de l'histoire de Minami Lane ou de l'histoire des petits jeux ou quand je discute avec des gens. Et du coup, on va passer un petit peu dessus. Alors, on va parler de mauvaises raisons de faire un petit jeu. Je vous ai parlé de bonnes raisons de faire un petit jeu, mais il y a aussi des mauvaises raisons.
Je vous ai parlé de bonnes raisons de faire un petit jeu, il y a aussi des bonnes raisons de ne pas faire un petit jeu. On va aussi parler de monter des attentes, parce que j'avoue que c'est un sujet qui me touche pas mal aujourd'hui. On va parler du triangle maudit, et oui, restez jusqu'au bout. Et on va parler, bah non, pas du tout, ça c'est de la merde, ne faites surtout pas ça. On va parler de Kabuto Park, qui n'est pas d'IA générative. Kabuto Park, c'est mon prochain jeu, vous allez voir, c'est incroyable, on va regarder le trailer et je vais vous partager plein de trucs dessus, ça va être cool. Allez, mauvaise raison de faire un petit jeu. L'argent, et oui, c'est une blague, on a dit que c'était une bonne raison, et en fait, ça peut aussi en être une mauvaise. Bonne raison de faire un petit jeu, ça coûte pas cher. Mauvaise raison, vous vous dites ça va me ramener des thunes. Je me permets d'insister là-dessus, le jeu vidéo indépendant ne ramène pas de thunes. C'est des cas absolument extrêmes qui nous arrivent à Punkcake et à nous. Et en fait, il y a du biais du survivant. Vous voyez souvent que les histoires des gens à qui ça arrive. C'est de la chance de fou, vraiment. Et en fait, il ne faut pas partir du principe que c'est normal et que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut, et heureusement, c'est cool. Nous, on est ultra contents que ça nous arrive. Mais je pense que le point clé là-dessus, c'est surtout ne pas se le mettre comme objectif. Quand vous vous mettez des objectifs, il faut que ça soit des choses qui soient actionnables et qui dépendent de vous principalement. Alors rien ne dépend entièrement de nous, c'est sûr, mais qui puissent être contrôlés, parce que sinon, si vous commencez à vous mettre l'argent comme objectif, bah, évidemment, il y a énormément de facteurs qui vont influer sur le succès potentiel d'un jeu. Et quand ça ne marchera pas, et dans 99,9% des cas ça ne marchera pas, et bah, vous allez vous en vouloir, vous allez vous détruire la santé et détruire votre jeu aussi. Donc vraiment, se mettre comme objectif le fait de gagner de l'argent en faisant des jeux indés, je pense que c'est une très 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 mauvaise chose. Et c'est super important plutôt de se trouver une situation financière qui soit vivable, en gros, que ça soit le RSA ou le chômage ou un autre travail à côté, qui permettent de faire ça sereinement sans avoir cet objectif qui vous détruit complètement la vie. Allez, des bonnes raisons de ne pas faire un petit jeu. Design et bien-être, oui, c'était des bonnes raisons, ok, de faire un petit jeu, mais c'en est aussi, ça peut, pour certains, en être de ne pas faire un petit jeu. Alors, petit aparté quand même, il y a des gens qui vont se dire, bah oui, les petits jeux, bon, c'est bien, effectivement, ça peut rendre la vie meilleure, tout ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que je pense que mes envies, par exemple, sont plus adaptées aux gros jeux. Là, faites très attention à ne pas vous mentir là-dessus. Rendez-vous compte vraiment de tous les énormes problèmes de faire des jeux de taille normale. C'est un enfer, tout simplement. Et du coup, vraiment, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous mentir. Si simplement vous ne connaissez pas assez les petits jeux, si vous ne jouez pas assez à des jeux sock pop ou à des jeux Punkcake. En fait, ça, c'est quand même quelque chose où je vois parfois des gens dire « Ouais, mais en fait, je ne peux pas faire un petit jeu RPG, par exemple. » Bah si, il y a des RPG Punkcake, il y a des RPG sock pop. Est-ce que je ne peux pas faire un jeu de gestion? Bah si, regardez Minami Lane. Et en fait, vraiment, il y a pas mal de trucs qui sont applicables aux petits jeux, mais dont on se rend pas compte quand on n'y joue pas assez ou qu'on connaît pas assez ce milieu-là. Donc allez sur Itch, jouez à des jeux, faites des jams, c'est vraiment super important. Ceci dit, bah peut-être que c'est quand même pas fait pour vous, c'est vrai. Peut-être que quelqu'un qui me dirait moi j'adore la peinture, je vais pas lui dire bah en fait non, fais du dessin au crayon. En même temps, la métaphore est pas mal parce que bah, peut-être que si, il faut commencer par le dessin au crayon pour arriver à la peinture ensuite. Parfois, certains commencent direct par la peinture et puis ça marche aussi. Mais bref, ici c'est pareil. Il y a des gens qui ont envie d'exprimer des choses qui ne se retrouvent que dans des gros jeux, qui ont envie de créer des mondes qui soient conséquents. Enfin, je sais pas, vous voyez, je bégaye parce que je comprends même pas. Mais bref, en tout cas, c'est comme ça. Il y en a à qui ça peut arriver. C'est triste pour vous, mais ça peut vous arriver. Et effectivement, oui, dans ce cas, suivez ce que vous avez envie de faire. Si on fait du jeu vidéo, c'est aussi pour se faire plaisir. Hein, donc, c'est surtout même pour se faire plaisir. Donc, faut faire ce qui nous donne envie de faire. Juste ayez conscience que vous vous engagez dans quelque chose qui est extrêmement, extrêmement dur et que peut-être qu'il y a des alternatives qui peuvent être beaucoup plus saines et que vous pourriez apprendre à aimer aussi. On va parler rapidement de monter des attentes aussi. Monter des attentes, je vous disais, c'est un sujet qui me touche un petit peu en ce moment, sur lequel j'essaie de me battre avec Kabuto Park. On a eu un succès avec Minami Lane qui était phénoménal et très inattendu. Et forcément, bah, ça met la pression. Ça met une sorte de pression qui n'est pas forcément intelligente, parce que moi, je me dis, ah, mais les gens, ils vont être déçus si Kabuto Park, il est nul. Ben non, les gens, ils s'en foutent. C'est pas grave, ils passeront à autre chose et tant pis. Mais voilà, il y a quand même cette pression de faire aussi bien qu'avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours appris, à essayer d'aller toujours vers de la croissance et vers du plus. Bon, bah, faut se sortir de ça, clairement, parce que c'est pas sain du tout. Surtout quand on fait des petits jeux, on en fait plein. Donc la montée des attentes, elle peut arriver très très vite. En fait, on apprend beaucoup. Et quand on apprend, on va pas plus vite. Non, au contraire, on a envie de faire mieux. Et du coup, là, c'est un peu compliqué. Voilà, Kabuto Park, l'objectif de ce projet, c'est vraiment d'essayer de me détacher de ce syndrome de l'imposteur et de cette montée des attentes. Et un petit exemple ici pour montrer que bah, ça arrive à tout le monde, hein, et ça arrive extrêmement souvent dans le monde du jeu vidéo. Earthblade qui a été annulé, et vous voyez dans l'article qu'il parle de, justement, il y avait une pression en fait sur eux, ils s'étaient mis une pression sur elle et eux de faire quelque chose de bigger and better, quoi, de mieux encore que Céleste. Donc c'est l'équipe qui avait travaillé sur Céleste qui a grossi, qui s'est lancé sur un projet, et en fait ça a explosé en plein vol. Bon, bah moi quand je vois ça, je me dis bah oui, c'est évident en fait. Le jeu vidéo, c'est compliqué, c'est vachement fun évidemment, mais ça met quand même déjà pas mal de pression, pas mal de difficultés. Si vous rajoutez des pressions en plus,
ça risque d'exploser. Et c'est pour ça que j'insistais sur l'argent. L'argent, c'est une pression qui est extrêmement toxique. Et malheureusement, la montée des attentes, ça peut aussi être toxique. Donc il faut y faire attention au bout de quelques jeux, je pense. Le triangle maudit. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop hypé par ça parce que c'est pas grand chose, mais bref, ça m'a fait rire. J'aime bien les titres un petit peu accrocheurs comme ça. De quoi je veux parler ici ? Vous faites votre jeu, vous vous lancez sur votre projet, vous dites je vais faire un jeu en 6 mois par exemple. C'est cool, 6 mois c'est pas trop long. Alors déjà petit aparté, si vous voulez faire un jeu en 6 mois, partez sur quelque chose que vous êtes vraiment persuadé de réussir à faire en 1 mois et en fait ça en prendra 6. Mais même comme ça, en fait on n'y arrive pas, on sous-estime les trucs qu'on a envie de faire et on se retrouve dans des situations où on s'est mis des deadlines et en fait on a trop de choses à faire dans notre planning, on a mal estimé toutes les tâches qu'on allait faire. Très bien, alors ça évidemment, apprendre à mieux estimer c'est une première solution, mais vous allez forcément vous retrouver dans cette situation où vous avez un choix entre 3 choses. Repousser les deadlines, travailler plus ou en faire moins. Et c'est ultra dur, et en particulier quand on travaille sur des petits jeux, parce que les deadlines, on n'a pas envie de les repousser. On sait à quel point c'est important de rester concis, on sait à quel point en fait, on a envie de faire des choses rapidement pour passer à la suite, et du coup les deadlines, oui, il faut quand même les repousser. Sur Minami Lane, on comptait sortir en décembre au bout de 3 mois, finalement on est sorti en février au bout de 5 mois. Voilà, il y a des trucs comme ça, il faut accepter de repousser les deadlines parce que sinon ça va être trop douloureux de pointer sur les 2 autres angles du triangle. Mais effectivement, ça reste quelque chose où avoir des deadlines qui sont suffisamment fortes, ça aide aussi beaucoup à avancer correctement sur du développement. Donc il nous reste 2 choix, le mauvais et le bon, charge de travail ou chose à faire. La charge de travail, malheureusement, c'est le plus facile à augmenter. Le travail, c'est addictif. Le travail, c'est de la dopamine. C'est de la dopamine rapide, en fait. On travaille et puis on est content, ça avance, surtout quand on travaille sur notre propre projet. On voit les choses avancer, on fait des posts sur les réseaux sociaux, youpi, il y a 200 likes, c'est cool, allez, je vais continuer. Et en fait, au niveau court terme, c'est super agréable de travailler plus. Sauf que le travail, c'est de la merde, clairement. Et le travail, ça vous détruit la santé, le travail, ça vous détruit les relations, le travail, ça vous détruit vos couples, ça détruit toute la vie, le travail. Donc en fait, juste, faut pas travailler plus. Et il faut vraiment se retenir en continu. Mais ce truc, il est super dur de vraiment s'interdire de travailler plus de 35 heures, 40 heures par semaine. Moi, c'est quelque chose où chaque semaine, je me dis, allez, non, t'as encore dépassé les 35 heures la semaine dernière. Allez, cette semaine, vas-y, tu te forces et tout. T'interdis de travailler après 18 heures ou quoi, mais c'est super, super dur. Donc, il reste un point en fait sur lequel il faudrait couper, c'est les choses à faire. Et oui, c'est ça la solution, souvent la bonne solution, qui est extrêmement douloureuse au moment où on le fait. Et c'est pour ça que des stratégies comme l'oignon par exemple et le backlog, de se dire non, je les enlève pas, je les mets pour plus tard. Et en fait, on les enlève. Mais bref, ce genre de truc, ça aide quand même pas mal. Et il faut se trouver des astuces pour ça. Mais c'est la chose saine en fait. C'est ça qu'il faut faire. Vous êtes là à faire des jeux, oui, c'est cool, mais comme disait Rémi hier, c'est que des jeux en fait. Votre vie, elle passe avant tout. Et c'est super important de penser à votre vie comme ça et à au long terme plutôt que uniquement au jeu en cours, quoi. On revient sur ce truc de ne priorisez pas votre jeu, priorisez votre vie. Allez, on parle de Kabuto Park. Kabuto Park, c'est mon prochain jeu. On le fait avec Zaku qui fait la musique et les sons et Eupholie qui a fait les key art aussi que vous voyez derrière. C'est parti, on va regarder le trailer. C'est un petit jeu de collection et de combat d'insectes. Merci beaucoup. Kabuto Park, donc c'est un jeu dont la page Steam est disponible, mais aussi dont la démo est disponible en ce moment. C'est le Steam Next Fest et vous pouvez aller jouer à la démo de Kabuto Park et puis le wishlister et tout ça. Voilà, c'est ce moment de communication. Je vous ai dit un quart de mon temps, donc là on est parti pour un quart de la presse. Non, je rigole. Mais bref, Kabuto Park, un truc encore plus incroyable de technologie moderne et fantastique. Vous pouvez y jouer là maintenant,
tout de suite, là, vous sortez votre téléphone, vous scannez ça, vous arrivez sur Itch et la version Itch est en WebGL et tourne sur votre téléphone. Donc n'hésitez pas, j'en vois beaucoup trop peu dans la salle avec leur téléphone à la main là, s'il vous plaît. Je rigole, je vous vois pas, j'ai la lumière en pleine gueule, mais voilà. Donc si vous voulez faire quelque chose de sympa pendant la journée, ça dure à peu près une demi-heure la démo, ou même vous pouvez jouer 5 minutes et faire ce que vous voulez. Il y a des insectes mignons, il y a des petits combats de sumo, c'est vachement cool. N'hésitez pas. Merci, cette fois c'est la vraie fin, promis. Ça c'est nous, moi c'est Doute, développeur sur Minami Lane et sur Focus Battle et Kabuto Park. Blip Bloop à côté qui était l'artiste, directrice créative, directrice artistique, elle a tout fait en gros sur Minami Lane. Et Zaku qui fait la musique et les sons sur tous mes jeux et sur plein d'autres jeux. Il est vraiment trop fort aussi, allez écouter ce qu'il fait sur SoundCloud et sur toutes les plateformes en fait, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était génial, merci. Du coup, on va passer aux questions. On va faire passer les micros comme hier. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous pouvez lever la main quand vous posez une question? Ouais, j'avais levé la main. C'est là, voilà. pardon, je vous vois pas Si je tiens bien. le micro comme il faut. Bonjour, merci beaucoup pour la conf, c'était super intéressant. Et encore une fois, comme hier, c'est cool de voir qu'on peut faire des jeux vidéo autrement, enfin en tout cas différemment que des jeux moyens ou standards. Vous avez parlé du fait que votre kiff, c'était pas de faire des papiers. Mais en fait, par exemple, nous, notre kiff dans notre entreprise, c'est pas de faire de la communication. Et du coup, en fait, il y a ce truc-là de si vous aviez des conseils sur le fait que en fait, un tiers de ton temps à faire de la communication, c'est un grand travail. T'as pas forcément les compétences, t'as pas forcément l'envie, t'as pas forcément l'appétence. Et si vous aviez des conseils sur ce côté-là, quoi. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, on m'entend ou pas? Faut que je... Ok. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, ça. Il y a plein de gens qui se disent, et je pense un peu à tort, que la communication, c'est de la magie. Il y a des gens qui savent faire, des gens qui savent pas faire. Pas du tout. Comme je vous ai parlé au niveau de l'organisation, en fait, la communication, ça s'apprend. Hein. C'est comme tout. Et en fait, plus on apprend, plus on aime faire ça. Ça reste quelque chose qui est douloureux. Je suis d'accord complètement. Ça reste quelque chose qui est pénible à faire sur les réseaux sociaux. Moi, c'est probablement la partie de mon taf que j'aime le moins parce que il y a ce côté boîte noire. On sait jamais. Non seulement c'est addictif et en plus c'est dérangeant. Donc c'est quelque chose de difficile. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose d'absolument nécessaire si on fait du jeu vidéo. C'est juste, en fait, ça ne marche pas si vous ne faites pas de communication, tout simplement. Et du coup, c'est un des points les plus importants du développement d'un jeu vidéo en indépendant. Donc, va falloir le faire. Et voilà, moi, j'aimerais insister sur ce côté de ça s'apprend. C'est comme tout le reste, ça s'apprend. Vraiment, vous ne pouvez pas commencer le dessin et être fort, vous ne pouvez pas commencer la communication et être fort. Il faut des années, il faut tester, faire des trucs. Puis au bout d'un moment, ça commence à rouler, on commence à prendre les habitudes de se dire ah tiens, cette feature que je viens d'implémenter, ah marrant, attends, je vais prendre un screenshot, ça je le sens là, lui je le sens bien et je vais le partager. En fait non, c'est celui que vous avez posté la veille qui marche mieux et on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, vous continuez. Et en fait, je trouve que vraiment c'est surtout ce truc de... C'est peut-être l'aspect qui fait le plus peur parce qu'on se dit en fait rater ça va avoir une sorte de conséquence de les gens vont pas m'aimer, ils vont pas me liker, etc. Non, en fait ils vont vous oublier et puis les seuls trucs qu'ils vont retenir c'est les choses positives de votre communication. Donc faut le faire, c'est un peu con hein, comme conseil, mais juste il faut le faire vraiment, c'est absolument nécessaire et faut essayer, faut apprendre, faut le faire et pas le faire 2 mois, 3 mois, non, le faire des années et c'est là que ça va commencer à venir et que ça va commencer à se construire. La communication c'est un grind aussi, hein, c'est pour ça que je dis que moi je commence ma communication vraiment jour -10 de mes projets où je commence déjà à partager des trucs sur les réseaux avant même d'avoir quoi que ce soit comme prototype et effectivement surtout quand on est sur des petits jeux comme ça. C'est un grind comme je disais, donc en fait on n'a pas le temps finalement de faire ce grind à l'échelle d'un jeu, donc il faut la faire à l'échelle d'une vie de dev tout simplement. Et effectivement aujourd'hui moi après 2 ans de développement et après le succès chance de Minami Lane, c'est plus facile sur Kabuto Park, c'est jamais facile complètement non plus, mais voilà, je pense que c'est surtout ça le truc à voir, c'est arrêter de le voir comme quelque chose de différent du reste. Non, c'est une compétence, ça s'apprend, c'est tout, faut le faire et ça s'apprend. Merci beaucoup. Ouais, on m'entend bien. Merci pour la presse. Moi, ma question, c'est sur tous les projets que tu nous as présentés. Quand on regarde l'équipe, on te voit toi, une directrice créative et quelqu'un pour le son. Est-ce que je dois comprendre que ça veut dire que
pour faire des jeux de cette taille-là et de ce scope-là, il faut avoir au centre quelqu'un qui est à la fois dev, GD et qui sait faire les deux? Ou est-ce que tu penses que c'est faisable dans une équipe un peu plus grosse, avec des rôles un peu plus découpés, plus spécifiques, de quand même rester concis et petit en scope? Ouais, ça c'est pas évident. Merci, c'est une bonne question. J'en sais rien parce que j'ai pas forcément l'expérience là-dessus, donc je peux pas, je peux te répondre. Alors déjà, ça c'est un truc aussi. Merci parce que ça me fait relever un point que j'ai oublié de dire au début de ma presse. Moi, je suis débutant. Hein, tout ce que je vous ai raconté là, c'est de la merde. En fait, c'est mon expérience, mais évidemment, remettez ça dans votre contexte. Et puis, toutes les choses sont toujours différentes. Et vous voyez, par exemple, il y avait des points qui étaient un peu différents avec la présentation de Rémi hier. Bref, tout ce que je vous dis, c'est mon vécu, mon ressenti en tant que débutant dev indé. Donc attention. Du coup, là, je vais partager un truc un peu au pif, sorti de mon chapeau. Je pense que c'est effectivement un peu plus compliqué quand il y a plus de personnes, parce que comme on l'a vu, un des points clés, c'est la communication et l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui devient vraiment très très vite exponentiel en complexité quand on est plus nombreux. Donc j'avoue que je pense qu'en tout cas, c'est sûrement faisable, tout est faisable, mais il faut vraiment prioriser ce truc-là comme étant le point le plus important du développement, c'est ça. Après, ça touche un petit peu à un autre sujet, c'est ce côté, est-ce qu'il faut qu'il y ait des personnes au centre? Moi, j'étais pas au centre de Minami Lane, on était vraiment tous les deux en fait, ensemble avec... à faire le jeu ensemble vraiment et justement ça c'est une question que je me pose, est-ce que sur une équipe de 20 personnes c'est nécessaire qu'il y ait un peu ce créatif quoi, qui soit au cœur du truc et tout? Peut-être que c'est nécessaire pour que les jeux se fassent, mais ça apporte tellement de problèmes que dans ce cas, ne le faites pas et faites pas des jeux en grosses équipes. Enfin, j'ai un peu ce côté-là, moi, vraiment la starification, le fait d'avoir des personnes qui sont au nœud des équipes et tout, je trouve ça absolument horrible en termes de conséquences que du coup, je sais pas, peut-être que c'est possible de faire autrement. Si ça l'est pas, dans ce cas, je pense qu'il faut pas faire des jeux en grosses équipes, quoi. Enfin, ce serait un peu ma conclusion, même si c'est peut-être pas la bonne, mais voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, la conférence était géniale. J'avais une question sur les playtests. Combien de personnes ont été playtests et où les avez-vous trouvés? Ouais, merci, j'adore cette question. Alors, mes playtests aujourd'hui, c'est à peu près 30 personnes par playtest. Et où est-ce que je les trouve? Sur mon serveur Discord. Et donc, bon, ça paraît un peu con comme ça. Dans ce cas, la chance, il a un serveur Discord. Et oui, mais comment est-ce qu'on se fait un serveur Discord avec des gens qui nous suivent? Et la communication, encore, on vient tout à là. Quand on parle de communication sur les réseaux sociaux, souvent, on voit le côté, c'est pour vendre mon jeu. Oui, c'est un des aspects, mais en fait, pas que. Être présent sur les réseaux sociaux, avoir cette présence sur les réseaux sociaux, ça amène énormément de bonnes choses. Ça amène un peu de satisfaction au quotidien quand ça marche. Malheureusement, souvent, elle se transforme en addiction, donc c'est un peu plus compliqué. Mais ça amène aussi justement une communauté de joueurs et de joueuses qui seront là pour playtester, qui seront là pour vous aider, qui seront là pour répondre à des questions que vous avez sur le dev ou quoi que ce soit. Et ça, pour le coup, oui, quand j'ai commencé sur Froggy's Battle, mes playtesters, c'était mes parents, mes frères et sœurs, enfin frères seulement parce que j'ai pas de sœurs, mais bref, mes parents, mes frères et des potes, quoi, tout simplement. Et c'est pas parfait, bien sûr, et il y en a beaucoup ici à qui on apprend à faire des playtests de manière ultra propre. Tout ce que je fais dans mes jeux, c'est complètement fait à l'arrache et n'importe comment. Et donc les playtests, c'est pas une exception, je les fais n'importe comment et c'est pas grave. En fait, je fais au moins et j'avance. Et du coup, ouais, les playtests au début, j'avais pas de communauté, donc c'est comme ça. Et puis petit à petit, grâce à la présence sur les réseaux sociaux, j'avais une communauté. Et en plus de ça, le truc qui est méga intéressant avec ça, un playtest, un des trucs importants, c'est que ça soit la cible de votre jeu qui teste votre jeu. Si c'est des gens qui sont naturellement venus à travers votre communication, c'est la cible de votre jeu. C'est peut-être pas celle que vous aviez pensée au début, mais c'est la cible de votre jeu. Si c'est les gens qui réagissent à votre com, c'est eux qui vont jouer à votre jeu, donc c'est à eux qu'il faut répondre en fait en termes de playtest. Bon, attention, c'est un peu plus subtil que ça quand même. Faut réussir à filtrer parce que parfois il y a vos potes aussi. Parfois c'est des gens qui sont trop engagés. Du coup, ça peut. Bon, c'est très compliqué comme sujet, mais voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Après, comment, d'un point de vue vraiment pratique, je fais mes playtests, je fais des builds WebGL. C'est aussi pour ça que j'adore travailler sur des jeux 2D, parce que je peux faire des builds WebGL. Et en fait, personne ne testera votre jeu si c'est un truc à télécharger, ça c'est mort. Donc vraiment, il faut faire des builds WebGL, je pense, où vous aurez 10 fois plus de joueurs en faisant ça. Et je mets un questionnaire. Donc il y a la build, et puis il y a un questionnaire en dessous, et puis juste, voilà, un questionnaire... Le but, c'est quand même d'être précis dans son questionnaire, de ne pas tout tester, de pas dire est-ce que vous aimez le jeu? Non, ça sert à rien, vous n'allez pas l'actionner après. Donc d'avoir des questions où, au fur et à mesure, ça aussi, ça s'apprend, d'avoir des questions où en fait, on sait qu'on en tirera quelque chose. Mes premiers playtests, moi, je rêvais les résultats de playtest, c'est genre, maintenant je sais, mais en fait, je vais rien en faire. Alors que petit à petit, j'arrive à poser des questions qui sont plus actionnables. Un exemple, c'est sur la compréhensibilité. Bon, c'est un peu un exemple bête, mais est-ce que vous avez compris cette mécanique? Ça, c'est nul, vous savez pas quoi en faire. Alors que décris-moi cette mécanique, s'il te plaît. Là, vous voyez ce que les gens ont compris ou pensent
pense avoir compris. Et du coup, c'est ultra intéressant et on peut beaucoup plus activer là-dessus. Voilà, j'espère que ça a répondu à peu près à... Ouais, c'est super, merci beaucoup. Hello, merci pour la presse. Et oui, du coup, l'industrie en ce moment, c'est pas fou et j'arrive pas à trouver de stage. Du coup, je me dis, je vais peut-être partir dans mon coin faire des jeux. Et la question que je me posais, du coup, c'est quoi les outils que tu utilises pour pouvoir essayer de maintenir un planning, réussir à te maintenir des objectifs, tout ça, parce que c'est quand même compliqué quand tu es en solo dev de maintenir, genre, ne pas tout procrastiner, tout ça. Ouais, Voilà. alors, ça c'est marrant parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est une question qu'on me pose souvent de gens qui sont en dehors du métier. Mes anciens collègues à Ubisoft, avant j'étais en marketing à Ubisoft, me posent la question de comment vous faites, vous avec Dorian et tout, maintenant vous êtes en indépendant, comment vous faites pour vous motiver et tout. Comme j'ai dit, moi, mon problème, c'est plutôt de pas trop travailler. Et j'ai l'impression que quasiment tous les devs autour de moi, les devs indés, c'est plutôt ça. En fait, quand on fait un truc qu'on aime, généralement, dès qu'on commence à rentrer dedans, la difficulté, c'est plutôt de pas trop en faire. Donc j'avoue que moi, j'ai jamais eu trop ce problème de la procrastination. La procrastination, je trouve que quand elle arrive pour moi, c'est qu'elle vient d'un manque de prise de recul, c'est qu'elle vient d'un manque de... En fait, je sais pas vraiment vers où je vais, je sais pas vraiment ce que je veux, je sais pas quels sont mes objectifs. C'est pour ça que je disais que poser des objectifs clairs en début de projet, ça aide énormément. Mais voilà, je t'avoue que c'est pas un problème auquel je suis confronté régulièrement, donc j'aurais du mal à donner des réponses super précises là-dessus. Ouais, je pense que la création d'objectifs clairs, le fait de travailler sur des trucs qu'on aime et le fait de prendre du recul régulièrement pour se réorganiser en se disant ok, là j'ai procrastiné, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est ce que je devais faire ce jour-là qui n'était pas plaisant, est-ce que c'est parce que j'arrivais pas à voir vers où j'allais, est-ce que c'est parce que je sais pas, je suis comme ça et du coup faut l'accepter, il faut pas essayer de travailler les jours où je me sens comme ça, je sais pas, mais voilà, ça, cette sorte de prise de recul, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important quand on fait des jeux en solo ou en petite équipe, je trouve. Merci. Salut, merci pour le talk, c'était trop bien. Moi, j'ai une question sur les playtests à nouveau. J'ai l'impression que le fait de découper ton temps de développement avec à la clé à chaque étape des phases de playtest, c'est aussi une bonne manière du coup de garder le scope petit, parce qu'au lieu de s'enfermer dans ton propre avis sur le jeu en te disant ah ça suffit pas pour que les gens soient intéressés, tu te testes tout de suite. Mais ma question c'est comment tu fais pour définir qu'est-ce qui doit être playtesté à tel moment, en fait, pour découper dans le temps vraiment ce qui va être playtesté, quelle feature va être playtestée, et aussi pour que le concept global maintienne quand même sa cohérence, que ça t'apporte des réponses intéressantes, quoi, en gros. Ouais. Large question. Je rebondis juste sur le truc du quand tu es tout seul dans ta tête, tu te dis c'est jamais assez. Ça, mais c'est tout le temps le cas, effectivement. Quand on design sur papier, on se dit toujours que notre jeu, il va pas être assez. Même quand on a le jeu entre les mains, on se dit que c'est pas assez. Là, moi, la démo que j'ai sortie pour le Next Fest, j'étais persuadé qu'il y avait vraiment pas assez. Et en fait, des gens, ils se jouent 1 heure, ils sont trop contents. Tout le monde me donne des retours positifs, c'est trop bien. Donc ça, c'est un vrai truc. Ça arrive à tout le monde. Et vraiment, on pense toujours qu'il y aura pas assez dans notre jeu. Alors qu'en fait, le minimum du minimum, s'il est bien polish et qu'il est cool, ça suffira. Donc oui, j'insiste là-dessus, c'est très vrai. Maintenant, comment est-ce que je fais pour découper ma production de manière playtestable ? C'est un peu, ça se fait naturellement. Je trouve que justement, penser le truc trop en amont, c'est très compliqué. Et en fait, les priorités, je trouve que c'est mieux de les revoir régulièrement et de repenser tes priorités régulièrement. Et du coup, c'est pour ça que les blocs de 2 semaines, j'aime bien. En fait, j'ai 2 blocs de 2 semaines en 1 mois, à peu près. Et du coup, à chaque début de bloc de 2 semaines, je me dis, OK, là, les retours de playtest, c'était ça. Donc, les grosses priorités de ce bloc, ça va être ça. Pouf, j'avance. Et ensuite, à la fin de ce bloc-là, j'aurai un playtest. Donc, les grosses priorités, ça va être ça. J'avance et je fais ça. Sur certains jeux, c'est plus facile que sur d'autres. Sur Minami Lane, c'était très dur. Et vraiment, moi, j'avais très, très peur de ça en commençant le projet, en me disant... Oh, c'est un jeu de management où on sait qu'on va adopter une philosophie de design qui est un peu maximaliste, donc qui n'est pas dans le fait d'aller vers une mécanique de polish avec un bouton par exemple, mais plutôt dans le fait d'avoir plein de petits plaisirs à droite à gauche, de tu gères tes bâtiments, il y a les villageois, il y a les déchets à ramasser, tout ça. Et bon, il n'y avait pas ça dans notre tête au début, mais on savait que c'était un peu la philosophie de design qu'on voulait, tu vois. Et du coup, moi je sortais d'un studio où on avait fait un jeu de gestion et où il y avait un peu cette croyance au sein du studio avec laquelle justement je n'étais pas d'accord, mais qui était que en fait, un jeu de gestion ne marche que quand il est complet. Et du coup, j'étais genre, je vais essayer de prouver que non, je vais vouloir prouver que non, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Et finalement, en fait, ça s'est fait un peu tout seul. On ne s'est pas dit, OK, mois 1, on teste ça, mois 2, on teste ça, mois 3, on teste ça. C'était naturellement, tu avances. Et aussi, dernier truc, j'ai pas terminé ma phrase, donc naturellement, tu avances et en fait, tu as des trucs à tester régulièrement. Et justement, ça me fait arriver à un dernier point qui est que régulièrement, moi, vraiment, à chaque playtest, maintenant, ça sort un peu parce que maintenant, je suis habitué à ça.
Mais j'arrive à mes playtests en me disant, mais là, ça sert à rien de tester. Je sais quels sont les problèmes du jeu. Je sais, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, ça va pas, il manque ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tout le temps faux. C'est tout le temps complètement faux. Et justement, le playtest, il aide énormément à avancer dans la bonne direction et à me rendre compte que bah non, en fait, j'étais ailleurs, là, j'étais perdu. Ça allait pas du tout ce que je pensais. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Vraiment, tu arrives à ton playtest, tu te dis mais là, j'ai rien à tester, ça sert à rien. Je sais qu'il y a des problèmes A, B, C. Et en fait, les joueurs, ils te répondent ah ouais, il y a A, c'est vraiment un gros problème. Et en fait, il y a D, E que toi, t'as pas du tout vu et que tu disais bah ça, on s'en fout, je le ferai jamais, c'est pas grave. Et en fait, bah si, c'est ça les priorités, et c'est ça qu'il faut faire quoi. Donc les playtests, ça aide non seulement à se recadrer, ça c'est clair, ça aide à aller dans les bonnes directions, ça c'est clair, mais ça aide aussi beaucoup à prioriser efficacement parce qu'en fait, non seulement quand on fait pas de playtest, on priorise mal les choses, mais en plus on sait qu'on n'est pas sûr de nous et du coup c'est méga douloureux parce qu'on n'est pas sûr et on est genre ah, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est pas vraiment ça. Quand tu as fait un playtest, c'est genre ah bah ils ont dit ça, je suis. Voilà. Et enfin, dernier point par rapport à ce que tu disais sur le fait de comment réussir à rester à peu près cohérent par rapport à tes envies. Les playtests, pour moi, c'est un truc qui permet de réaliser tes envies, justement. C'est pas quelque chose où tu vas écouter tout le monde en disant oui, d'accord, tu veux ça, je vais faire ça. Non, c'est pas ça. Tu as des piliers de jeu, tu as quelque chose de très fort, tu as un pitch vraiment très cohérent, tu connais ta cible, tout ça doit être vraiment bien posé autour de ton jeu. Tu sais vers où tu veux aller, tu sais vers quelles émotions tu veux aller, tu sais quelle ambiance tu veux retranscrire. Et les playtests te permettent de savoir si tu es en train d'aller dans la bonne direction et si tu es en train de le faire de la bonne manière. C'est pas quel jeu tu dois faire. Non, c'est comment tu fais pour réaliser ta vision, en quelque sorte. Ou votre vision si vous êtes plusieurs. Voilà, c'était un peu flou, mais j'espère que ça a répondu un peu. Hein. Cool. Salut, merci pour la présentation, c'était cool. Moi, je me posais une question, parce que tu as dit que, en gros, vous avez eu un succès commercial. Quand on est une petite équipe comme la vôtre et qu'on veut continuer à faire des petits jeux comme ça, comment tu te poses la question de je fais quoi de cette thune, en gros? Désolé si c'est indiscret, mais je me questionne vraiment sur ça. C'est cool, j'y ai répondu hier en stream, donc je vais répéter. D'ailleurs, je fais des streams les mercredis après-midi, venez. Mais j'en fais pas ce mois-ci, donc bref, venez le mois prochain. En vrai. Comment on fait quand on a plein d'argent? Voilà, je reformule la question. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est un peu particulier parce que déjà, premier truc, ça nous a apporté plein de problèmes concrets de zut, on est en micro-entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on monte une entreprise, il va falloir qu'on prenne des experts comptables, il va falloir qu'on prenne des avocats, tout ça, c'est un enfer. C'était pas drôle du tout. Et en plus, c'est tombé après la sortie du jeu, à un moment où on était très fragile et très fatigué. Émotionnellement, vraiment vidé, donc c'était compliqué. Donc ça, c'est effectivement concrètement quelque chose qui doit être fait, mais au moins une fois que tu es passé par là, après, tu as ta SASU, elle est là, c'est bon, tu sais comment ça marche, tu t'en veux à toi-même de rentrer dans ce jeu du capitalisme, je sais pas comment dire, mais tu essaies de trouver des astuces pour ne pas faire des trucs de connard, voilà. Et à la fin, tu as ton truc qui est mis en place, tu as des gens cool autour de toi qui t'aident, et ça, c'est bien. Donc, premier problème, c'est ça, c'est des trucs vraiment très concrets. Deuxième problème, c'est justement de se retrouver face à une situation où tu as de l'argent et tu sais pas trop comment en faire parce que en fait, ça t'est jamais arrivé d'avoir de l'argent comme ça. Et du coup, là, moi, je trouve qu'avec Dorian, on a beaucoup de chance parce que nous deux, on a une approche, oui, je sais pas comment dire, mais une philosophie, on va dire, de l'argent qui est que un truc qui nous importe le plus dans la vie, c'est d'être en indépendant et d'être libre en quelque sorte du monde du salariat et de tout cet enfer-là. Et du coup, pour nous, quand on a de l'argent, on ne le voit pas comme une sorte de truc qu'on va dépenser. Pour nous, c'est notre salaire sur les prochaines années. Donc vraiment, là, l'argent, il est là, il est sur un compte. Et puis, juste, je vis avec de l'argent tous les mois que je me verse. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, en fait, vraiment, à chaque fois que je fais des comptes ou des trucs comme ça, je me dis, ouais, j'ai 2 mois de plus. Ouais, j'ai je sais pas, 10 jours de plus et tout. Et je vois vraiment ça comme, en fait, du temps de vie, en fait. Mon argent, je le vois comme une sorte de temps de vie que je peux utiliser pour faire plus de jeux et pour faire plus de trucs. Et c'est un peu bizarre parce que effectivement, justement, juste après Minami Lane, pendant un moment, j'étais genre, mais maintenant, je suis riche, qu'est-ce que je vais acheter? Et j'arrivais pas à trouver un truc. J'étais genre, mais je vais me racheter une carte graphique. Non, j'ai pas besoin, j'ai ma 1070, elle est dans mon PC, c'est bon, je m'en fous. Enfin, je sais pas. Et en fait, finalement, je suis très très content de penser comme ça naturellement. Parce que je trouve que c'est plus sain quoi, de se dire juste il y a ça. Et après, on n'est pas sur un truc de finance, mais juste, c'est des gens qui demandent oui, est-ce que tu vas investir dans l'immobilier ou investir dans des trucs comme ça? Non, surtout pas. Moi, j'ai mon argent sur des coopératives financières, je gagne pas d'argent dessus et j'en perds. Et c'est pas grave. Mon idée, c'est que mon argent, il serve à rendre le monde meilleur plutôt qu'à me rendre encore plus riche. Quoi. Donc voilà. Merci.
Ah, et aussi, dernier petit point. Alors, c'est pas encore sûr, mais j'aimerais bien aussi donner une partie de cet argent à des gens pour qu'ils puissent faire des petits jeux. Et du coup, l'année prochaine, vous allez voir, enfin cet été probablement, il y aura un grant qui va naître, voilà, comme le Draconic Puzzle Grant. Je pense que je vais faire un grant comme ça où je vais donner des sommes pour que des gens puissent faire des petits jeux quand ils n'ont pas le chômage ou le RSA et qu'ils ne peuvent pas se le permettre autrement, quoi. Voilà. Donc ça arrive, peut-être, on ne sait pas, c'est beaucoup de travail, mais j'essaye de le mettre en place. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai vu que Minami Lane était sorti sur Nintendo Switch. J'imagine que pour un créateur de jeu, c'est quand même plutôt très satisfaisant. Et je suis curieux de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à le porter, à avoir le droit de le sortir sur cette console-là. Oui, merci. C'est vrai qu'en plus, j'ai oublié pendant la présentation, j'ai parlé de nos partenaires marketing Wholesome Games. J'ai pas du tout parlé de Seven Studios, qui sont des oufs. Attendez, est-ce que cette presse est enregistrée? Non. Si? D'accord. Alors, je sais maintenant ce que j'ai le droit de dire et pas dire. Bref, du coup... Seven Studio, donc c'est un studio de portage et de distribution. Quand tu veux sortir ton jeu sur une plateforme, sur une console, il faut faire la version qui tourne sur cette console, mais ensuite il faut le distribuer. Donc ça veut dire communiquer avec l'éditeur, avoir le droit, comme tu dis, de le mettre sur cette plateforme, et ensuite faire tout le suivi, se débrouiller pour qu'ils partagent le trailer sur leur réseau, tout ça. Et eux, ils ont fait un taf incroyable. Effectivement, Nintendo a partagé notre trailer sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur leur YouTube, tout ça. Ça nous a permis d'exister un peu sur ce marché de Nintendo Switch qui est effroyable. Tu sors un jeu sur Nintendo Switch et si t'as pas de la communication à côté, en fait personne ne le verra et ça n'existe pas. Le store de la Switch est complètement pourri. Donc ça c'est un peu dur, et effectivement passer par un distributeur qui a des contacts auprès de Nintendo, c'est vachement bien. Le portage lui-même, c'est eux qui l'ont fait parce que juste moi ça m'intéresse pas du tout, donc c'est cool. C'est eux qui s'en sont occupés, et la distribution du coup c'est eux qui l'ont fait parce que c'est vachement plus efficace de passer par quelqu'un qui sait faire ça. À côté de ça, 2-3 petits apartés sur la Nintendo Switch. J'ai pas le droit de vous partager les chiffres. Donc les chiffres que vous avez vus là dans cette presse, c'est que du Steam ou alors des mélanges de chiffres. Mais en tout cas, malheureusement, on n'a pas le droit. Donc ça rend un peu le truc chiant parce que j'adore partager tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un peu pénible. Et aussi, justement, il y a un truc qui fait que passer par un distributeur, c'est méga cool. C'est que Nintendo, par exemple, en fait, c'est 4, 5, 6 boîtes. Il y a Nintendo of Europe, Nintendo of America, Nintendo of Japan. Quand tu dois faire des validations, ils te disent tous des trucs différents. Quand tu veux partager des trucs en termes de communication, ils te disent tous des trucs différents, c'est infernal, c'est très compliqué. Donc je suis content qu'il y ait des gens qui fassent ce taf très bien. Et Seven Studio, je recommande de fou, ils sont trop cool. Olivier, il est grave cool, et ils font du portage aussi sur d'autres consoles, et peut-être que Minami Lane arrive sur d'autres consoles. Et c'est là que c'est important de dire que la presse est enregistrée, parce que sinon j'aurais dit des trucs que j'ai pas le droit de dire. Mais voilà. Merci beaucoup. Bonjour, du coup merci beaucoup pour la presse, c'était vraiment intéressant. J'avais une question sur le post-release, où justement quand vous sortez un jeu, vous disiez au début, vous n'avez pas de support manette, vous n'avez pas de système de loca. À quel point vous retravaillez un petit peu les jeux en fin de production, et à quel point du coup vous enchaînez entre les productions, ce genre de choses? Ouais, alors moi j'aime pas du tout le post-release. Hier Rémi disait que c'était une des phases qu'il aimait beaucoup. Moi ça me fait pas marrer parce que j'ai envie de passer à autre chose. Et puis en fait, si je fais des petits jeux, c'est aussi pour pouvoir faire plein de jeux, c'est pas pour traîner sur des jeux. Et je vous dis ça, et ça fait 1 an que Minami Lane est sorti et qu'Habito Park il est toujours pas sorti. Dis donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, oui, il y a eu beaucoup de travail sur Minami Lane post-release. Et pour le coup, c'est un travail qui est pénible. La construction de la boîte, la montée de la boîte et les avocats et les experts comptables, ça c'était horrible, mais il fallait le faire. Le reste, c'était un choix de le faire, mais c'était un choix dans un cas où on savait que ça allait nous rapporter beaucoup d'argent en quelque sorte, et que c'était le moment où le faire. Ça fait partie quand même du développement du jeu vidéo, de s'intéresser à comment on fait des supports manettes, comment on fait de la localisation, tout ça. Moi j'aime bien apprendre des trucs, et du coup j'étais content de là avoir l'occasion de le faire et de savoir que ça allait être utile, et parce que effectivement tant qu'on fait le jeu, on sait jamais s'il va marcher ou pas, même si on a plein de chiffres, on n'est vraiment jamais sûr. Et du coup le faire après la sortie, moi je trouve que ça a cet avantage, un petit peu comme quand vous êtes salarié, de vous dire mais pourquoi je fais ce taf de merde? Ah oui, c'est vrai, c'est pour l'argent. Là ça aide aussi un petit peu quand on fait le portage. Moi j'ai dû faire les contrôles manettes, du coup la localisation, tout ça. Je trouve que c'est vachement plus agréable de le faire après la sortie. C'est des trucs qui prennent vachement de temps. Tu dois le faire avec des partenaires souvent pour la localisation, et du coup il y a des allers-retours, ça prend toujours plus de temps que prévu, tout ça. Donc ne pas avoir cette pression supplémentaire pendant le développement du jeu. Moi tout ce que je peux me couper comme pression pendant le développement du jeu, je l'enlève quoi. Donc sur Minami Lane on l'a fait, sur Focus Battle je l'ai jamais fait, je le ferai pas, sur Habito Park j'en sais rien, on verra si j'ai envie de le faire, et je trouve que se laisser ce moment là en mode je verrai après si j'ai envie, c'est très très agréable.
Est-ce que ça fait perdre du potentiel au jeu? Oui. Le support manette et la localisation, c'est des trucs qui sont multiplicatifs. Mais du coup, justement, c'est multiplicatif. Et en fait, comme je disais, t'en sais jamais rien si ton jeu il va marcher, vraiment. Si tu commences à avoir 100 000 wishlists, tu peux te douter peut-être qu'il va marcher. Mais même, il y en a qui flopent comme ça. Et du coup, même dans ces cas-là, moi, je pense que je ferai jamais ça dans mes jeux directement. Je le ferai toujours après. D'autant plus que après... Le faire après, bah oui, certes, ça peut peut-être moins bien marcher que si tu l'avais fait dès le début, mais ça relance aussi un petit peu la communication. Et par exemple, sur mes jeux où je sais que je ne veux pas rajouter de contenu, parce que pour le coup, ça ne m'intéresse pas, et ça me fait des moments de communication 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, de dire au fait, maintenant il y a cette langue. Et boum, tu t'actives un round de visibilité sur Steam et hop, t'es remis en avant. Et au fait, il y a la sortie Switch et bam, ça ramène des joueurs sur Steam et sur Switch en même temps. Tu vois, et du coup, c'est une manière aussi un peu cool de relancer un peu la hype autour d'un projet comme ça qui a bien marché. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question qui est là. Et ensuite, on va passer à la suite. Merci. Les privilèges du pôle plateau. Merci beaucoup pour la conf. Comment dire, vous faites beaucoup de jeux vraiment cosy avec une DA très kawaii, un peu mignonne et tout. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec des très grosses guillemets, que ça vous enferme, avec encore de très grosses guillemets, dans ce train-là, et vous ne puissiez pas en sortir? Parce que c'est assez terrifiant quand on a envie de faire plein de trucs et de découvrir plein de trucs en GD. Et du coup, c'est très fun. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Oui, alors c'est assez drôle parce que ça, c'était des questions que je me posais beaucoup en commençant. Je me disais, moi, je vais être dev indé qui va faire des petits jeux. Je savais dès le début que je voulais faire des petits jeux. Et du coup, il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas focus sur un jeu et que tout tombe à la poubelle ensuite. Il faut pouvoir avoir cette sorte de visibilité, de présence, de marque en quelque sorte autour de toi en tant que développeur ou autour de ton équipe ou tout ça qui traîne de projet en projet, parce que sinon ça veut dire recommencer de zéro, et sur des petits projets t'as pas le temps de recommencer de zéro, sinon t'as pas le temps tout simplement. Du coup effectivement c'est un truc que je me posais beaucoup comme question au début, c'est quoi mon image de marque, c'est quoi le genre de jeu que je vais faire, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'à la fois, j'ai pas répondu à cette question et en même temps, je m'en fous maintenant parce que juste, je fais des trucs et je fais ce qui me plaît à moi. Et c'est pas nécessairement, tu vois, là sur Capito Park, le fait de partir sur du cozy, c'est pas en me disant ah ouais, comme ça va ramener les joueurs de Minami Lane. Non, c'est juste, en fait, j'ai envie de faire ça, j'aime ça. J'aime les jeux avec des DA positives, avec une sorte des émotions cool et tout. Et pour le coup, c'est un peu de la même manière que je pense pas que faire des petits jeux c'est limitant, ou alors c'est des limites qui permettent quand même de tout faire. Moi, je pense que sur des DA comme ça et sur des thèmes comme ça et dans ces communautés de cozy gamers, les cozy gamers, c'est énorme comme quantité de gens, et c'est des gens qui sont tous extrêmement différents et qui ont des attentes différentes, des envies différentes. Et là, par exemple, je fais un jeu de combat d'insectes avec des cartes, c'est clairement pas un truc qui est targeté de base pour des cozy gamers, et pourtant, en le tournant un peu différemment et tout, je me dis, ah bah si, il y a peut-être une cible quand même de ce côté-là, et ouais, en fait, ça marche, quoi. Est-ce que je savais que ça allait marcher dès le début? Est-ce que j'ai pensé mon truc en mode il faut absolument que ça continue dans cette lignée et tout? Et est-ce que je me sens enfermé? Non, vraiment, moi je pense pas. Et ouais, peut-être que ça viendra, hein. Peut-être qu'à un moment où je me dirai ah mais dommage, j'aimerais bien faire des trucs avec du sang. Non, pour l'instant c'est pas le cas du tout. Et puis si c'est le cas un jour, c'est pas grave, je ferai autre chose et tant pis quoi, je pense.